Bonsoir, ce devait être une journée de mobilisation chez Air France, une banale journée de grève sans impact d'ailleurs sur le trafic. Le CCE prévu pour annoncer des licenciements secs suite au blocage des pilotes a viré à l'affrontement du jamais vu. On a vu le DRH du groupe agressé qui se retrouvait sans chemise, torse nu donc face aux pistes de Roissy, poursuivi par une foule de syndicalistes hostiles. Et d'ailleurs le CCE n'a pas repris après les violences. Alors question ce soir, est-ce que le dialogue social est en train de se cracher à Air France? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et on va y consacrer toute cette émission jusqu'à 20h30 en direct, et peut-être le suivez-vous durant l'Ardif qui a lieu tous les soirs, vous le savez, à 23h sur BFM Business. Pour en parler, nos décodeurs de l'écho, il y a Stéphane Alberne, fondateur président de son cabinet de consulting spécialisé dans l'aéronautique, Archery Stratégie. Avec nous également Mathieu Sévin, le monsieur aéronautique de la rédaction de BFM Business, Nicolas Bouzou, économiste, auteur du Grand Refoulement et en charge justement d'une mission auprès des pilotes d'Air France. Et puis Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, tout à l'heure à 20h avec nous, Pierre-Olivier Bandet, le directeur général adjoint de Air France. Alors, un CCE d'Air France sous haute tension donc ce matin, au final 7 blessés, dont un grave, condamnation des violences par le gouvernement, la direction va porter plainte. On va revenir justement sur tous ces incidents avec Justine Vassogne. Il est 10h30 ce lundi matin dans une salle de réunion du siège d'Air France. Le comité central d'entreprise présente son plan B quand soudain la porte s'ouvre. Une centaine de salariés vient d'envahir la salle. Frédéric Gaget, le PDG d'Air France, a tout juste le temps de s'enfuir par une porte dérobée. Xavier Brossetta, le DRH du groupe, et Pierre Pissonnier, responsable long courrier, n'ont pas cette chance. Les salariés sont survoltés et s'en prennent directement aux deux hommes. Xavier Brossetta aurait manqué de se faire lyncher. Sa chemise est arrachée. Ne reste plus que sa cravate sur son torse nu. Les deux hommes parviennent finalement à s'extraire de la salle de réunion, aidés par des agents de sécurité. S'ensuit alors une course-poursuite surréaliste. Xavier Brossetta et Pierre Pissonnier sortent enfin à l'extérieur, mais doivent encore escalader des barrières pour se sauver sous les huées des manifestants. Un peu plus tard cet après-midi, Xavier Brossetta est revenu sur les événements de la matinée en conférence de presse. Pas question de stigmatiser les salariés d'Air France, mais le DRH est sous le choc. À titre personnel, je suis évidemment choqué et déçu, mais je ne voudrais surtout pas que l'opprobre soit jeté sur l'ensemble des salariés ou des organisations syndicales d'Air France. La direction d'Air France qui a annoncé de son côté qu'elle allait porter plainte pour violence aggravée. Voilà l'explication de Justine Vassogne pour BFM Business. Bernard Vivier à la tête de l'Institut supérieur du travail. Ce qu'on a vu, c'est incroyable, c'est inadmissible, ces violences. On a vu ce DRH donc poursuivi par la meute. Qu'est-ce que ça traduit à vos yeux, ces violences de ce matin au siège d'Air France? Ça ne traduit pas des actes syndicaux. Les syndicalistes ne commettent pas de tels actes. Ce sont des actes de sauvage. Du reste, des organisations syndicales ont condamné. La CFDT a fait un communiqué, de même que le MEDEF. La CGT Air France, d'ailleurs, a exprimé sa volonté de calmer les choses après les débordements CCE. On ne voulait pas que le CCE soit envahi. Néanmoins, on l'a bien vu sur les images. Il y a des personnes qui portaient des dossards d'organisations syndicales. Donc on ne peut pas considérer que les appareils syndicaux, les organisations légitiment ça. C'est pas du syndicalisme, c'est la brutalité, c'est voyou. Mais on a vu des militants syndicaux déconnectés, pas suffisamment pris. Ce que l'on voit à Air France, on le voit dans quantité d'autres secteurs de la vie sociale où les équipes syndicales nationales mûries ne tiennent plus les troupes à la base. Et on le voit bien un peu partout dans tous les secteurs d'activité, y compris hors du monde des salariés. On l'a vu par exemple chez les paysans, à la FNSEA, qui ne tenaient plus ses troupes dans le Calvados. Oui, Mathieu Sévin, qu'est-ce qui se passe chez Air France? Parce que ces violences quand même traduisent nécessairement une certaine exaspération. On a le blocage des pilotes d'une part, on a la direction qui agit en justice contre ces mêmes pilotes. On a ces violences ce matin avec le DRH qui est limite foutu à poil. Qu'est-ce que c'est?
En fait, le problème chez Air France, c'est des pertes depuis des années. Donc, ils ont entamé une restructuration avec le fameux plan Transform 2015. Il y a eu la grève catastrophique de septembre dernier. Les comptes sont de nouveau repassés 2014, il y a un an, dans le rouge. Et normalement, cette année, Air France devrait être à peu près à l'équilibre opérationnel. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut continuer à se réformer pour pouvoir se remettre au niveau des compagnies des concurrentes. Oui, ça a l'air dur de se réformer chez Air France, Stéphane Alberne. La réforme, elle est dure, comme en France, hein? Oui, je crois que effectivement, c'est la source de toute cette tension. Elle est de nature stratégique et de nature, comment dirais-je, d'intégrer les grands sous-jacents stratégiques. En fait, Air France ne fait pas ça parce que les patrons ont décidé de générer plus de valeur pour l'actionnaire ou parce que ça leur plaît de faire ça. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, quand il y a des écarts de compétitivité de la classe 25 à 30% au coût passager kilomètre, avec des compagnies par aériennes, rapport aux autres par rapport aux compagnies aériennes qui sont, enfin, je veux dire, qui sont des concurrents sur les longs courriers tels que Emirates et qui vont jusqu'à 40 à 50% sur les moyens courriers low cost, ce n'est pas tenable dans la durée. Bon, mais est-ce que tout ça justifie, pardon, ce climat On va écouter justement Thibault Langsade qui est vice-président du MEDEF, qui réagissait cet après-midi justement devant ces images qui sont absolument inadmissibles, qui sont scandaleuses. Thibault Langsade, on revient tout de suite. C'est une image déplorable qui est renvoyée, une compagnie Air France aussi prestigieuse est mise à mal aussi rapidement par finalement quelques imbéciles qui se sont comportés de façon parfaitement scandaleuse. Quelques imbéciles, disait Thibault Langsade au nom du MEDEF. Oui, Nicolas Bouzou, quelle image ces violences ça donne, hein, image à l'étranger, oui. Image chez les investisseurs. Et puis images chez nous, tout simplement. Hein. Oui, alors, elles sont assez compliquées à analyser, ces images. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que ce sont évidemment pas les pilotes qui ont fait ça. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a ce que les sociologues appellent un sillon narratif dans lequel la mauvaise image des pilotes s'inscrit. Donc, quoi qu'il se passe chez Air France aujourd'hui, ça va être de la faute des pilotes. Mais là, on n'imagine pas que les pilotes, bien évidemment, étaient responsables de ça. Ce que je vois chez Air France, parce que je suis à l'extérieur, mais en ce moment un peu à l'intérieur, c'est que le climat est devenu complètement passionnel, irrationnel. C'est incroyable à voir. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de confiance dans cette entreprise et je pense que les torts sont partagés. Et la grande difficulté aujourd'hui, alors je sais que ça va faire hurler beaucoup de nos téléspectateurs et des gens qui nous écoutent, je comprends ça, mais les pilotes se sentent en quelque sorte stigmatisés, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression finalement qu'on les critique tout le temps, que l'opinion publique ne les aime pas, que la presse ne les aime pas, que leur direction ne les aime pas, et donc on est dans quelque chose, dans un espèce de climat de folie, et la seule chose en réalité qui peut remettre les choses sur les rails, justement, c'est le dialogue social. C'est ça la difficulté. Oui, mais pardon, Nicolas Bouzou, je fais suite à ce que disait tout de suite Mathieu Sévin, cette grosse grève de l'an dernier, donc qui a duré quand même 2 semaines, qui a plombé les comptes d'Air France. Chacune des catégories de personnel avait fait l'effort, justement, dans le cadre du plan Transform, mais l'effort des pilotes n'a pas abouti, n'était pas au rendez-vous. Et quelque part, les pilotes ont fait grève, ils ont plongé la compagnie dans le rouge. Les autres catégories de personnel voient qu'elles ont fait des efforts, mais pas les pilotes. Alors tout ça laisse des traces, bien sûr. Je vais faire 2 remarques très rapides là-dessus. Première remarque, je ne veux pas entrer trop dans la technique, mais il y a quand même un gros débat pour savoir en effet par qui Transform 2015 a été respecté. Je cite la direction d'Air France qui dit les pilotes ont réalisé 13% de gains de productivité réclamés dans le cadre de Transform, alors que l'objectif fixé était de 20%. Et des rapports montrent que le personnel au sol a atteint 100% et les hôtesses de l'air et stewards 96% de leurs objectifs. Cherchez l'erreur. Alors, vous allez dire que je défends les pilotes, mais alors, si je suis le dernier en France à le faire, je vais bien le faire sur votre plateau. Non, mais bien évidemment, il y a une partie des objectifs qui n'ont pas été remplis par les pilotes, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, vous avez aussi des plannings qui n'ont pas permis aux pilotes de travailler plus. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que vous voyez des pilotes aujourd'hui qui ne travaillent pas beaucoup, mais parce qu'on ne leur demande pas de travailler plus, parce que les plannings ne sont pas faits pour ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, ce que j'observe, c'est que vous avez un syndicat dominant, chez les pilotes aujourd'hui, qui s'appelle le SNPL, voilà, qui regroupe à peu près 65% des pilotes. Il me semble, c'est très difficile à mesurer, mais il me semble que vous avez aujourd'hui un écart croissant entre les éléments de langage officiels du bureau du SNPL et ce que pensent beaucoup de pilotes, y compris Fabrice, ceux qui sont adhérents au SNPL. Alors ça veut dire quoi? Tiens, Bernard Vivier, Institut supérieur du travail, c'est-à-dire qu'au sein du SNPL, il y a des ayatollahs, il y a des très très durs, peut-être minoritaires, et les autres qui aimeraient peut-être
peut-être signer, dialoguer, s'engager davantage avec la direction? Le paysage syndical Air France est en train de changer très rapidement. Il y a eu des élections au printemps dernier, c'était en mars 2015. Cette année, il y a eu des évolutions très fortes. Chez les pilotes de ligne, le SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne, concurrencé par une autre organisation, syndicat des pilotes d'Air France, beaucoup plus radical, joue finalement, le SPAF, joue finalement la surenchère. Donc il y a une crispation, une course à l'échalote pour savoir qui va être le mieux protecteur du statut acquis au temps où Air France était une compagnie nationale et où l'État pouvait régner en maître, alors qu'aujourd'hui, les statuts ne sont plus protecteurs, les États ne sont plus régulateurs, la législation européenne n'est pas encore en place et les marchés sont mondiaux. Et puis, dans l'ensemble des catégories du personnel, on voit des évolutions très fortes. La CGT a nettement reculé, fortement. Le Sud également, sont montées Force ouvrière et la CFE-CGC. CFE-CGC a pris 10 points, est passé de 8% des voix à 18%. Elle est aujourd'hui la première organisation syndicale. Donc on sent bien dans tout ça qu'il y a un jeu de concurrence mal assurée entre organisations syndicales. Donc ça pousse à la surenchère pour ceux qui sont en train de perdre des voix. Alors y a-t-il un combat d'arrière-garde de la part des pilotes? Voilà ce que disait hier le ministre des Finances, c'était sur Europe, Michel Sapin. Quand le dialogue est bloqué par une minorité sur des visions purement individuelles et corporatistes, oui, ça peut mettre en danger l'ensemble. Voilà, Stéphane Albert, on entend Michel Sapin. Il y a un scandale autour des pilotes d'Air France et peut-être plus particulièrement autour du SNPL. Moi, je voudrais répondre à Nicolas Bouzou. Je suis d'accord avec lui que la passion ne facilite pas la convergence. Ça, c'est très clair. Cela dit, il y a quand même des chiffres. Les chiffres sont les suivants. Moyen courrier, 585 heures. Oui. On parle du temps annuel. Bien sûr, par an, on parle. Bien sûr. Par an. Long courrier, 685 heures. Je rappelle que la réglementation européenne, c'est 900 heures. Juste. Un pilote d'EasyJet qui croise donc ces pilotes sur les moyens courriers sont à 850 heures. Ça, c'est factuel. Et ça crée évidemment structurellement un écart de compétitivité. Oui, Nicolas Bouzou, est-ce que vous avez l'impression, les pilotes que vous rencontrez, ou Mathieu Sévin qui les rencontre quotidiennement ou presque dans le cadre de ces reportages, que les pilotes prennent conscience que leur action peut nuire à la boîte, peut couler la société un jour? Mais on est dans la passion, c'est ce que je vous disais. La passion. Alors cela dit, moi je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu, mais 90% des pilotes que je rencontre sont tout à fait conscients de la situation de l'entreprise. Simplement, ce qu'ils demandent aussi, et on peut les comprendre, c'est qu'ils demandent une stratégie de croissance pour l'entreprise. Je crois que ce qui a péché dans cette entreprise ces dernières années, c'est que d'un côté, vous avez eu une petite minorité de pilotes qui a été assez butée, qui a empêché l'évolution de l'entreprise, mais de l'autre, une direction qui, mais ça c'est très français aussi, qui a voulu faire plus de benchmark qu'on en faisait ailleurs, qui a voulu faire plus de réduction de coûts qu'on en faisait ailleurs, sans véritablement donner de perspective en matière de stratégie de croissance. Je dis toujours, et je pense qu'on sera tous d'accord à cette table, Air France c'est la France, hein. C'est les mêmes mots. En France, on essaie aussi au niveau macro de faire des choses bien. Moi j'ai soutenu le CICE, le pacte de responsabilité, etc. Mais je sais bien en même temps qu'il faut bien aussi un récit pour emmener les Français. C'est la même chose chez Air France. Là, on parle d'Air France, mais de façon générale, Mathieu Sévin, quand on voit chez Lufthansa 13 conflits en 18 mois, on voit le blocage des pilotes d'Air France maintenant depuis un an, qui ne veulent pas apparemment faire des efforts sur Transform 2015, et puis on verra pour Perform 2020, c'est le plan pour retrouver de la rentabilité, pour retrouver de la compétitivité. Est-ce que vous avez l'impression quelque part, c'est une question que je poserai tout à l'heure à Pierre-Olivier Bandet d'Air France, que les pilotes sont des fossoyeurs de leur compagnie? Moi j'ai l'impression que chez Air France, les pilotes aujourd'hui, il y a deux catégories. Vous aviez entièrement raison tout à l'heure en disant que la majorité des pilotes sont prêts à faire des efforts. En revanche, les dirigeants des syndicats, et notamment du SNPL, eux, sont arc-boutés sur des anciennes pratiques d'il y a des années et empêchent toute évolution réelle et concrète de cette compagnie. Et je pense que ces gens-là vivent dans un passé où Air France était la reine du ciel. Là aujourd'hui, Air France n'est plus une compagnie de première classe. Ah ouais, alors face à ces pilotes qui ont peut-être pris leurs aises, qui ont peut-être imposé leurs lois, on a vu des directions d'Air France peut-être trop patientes vis-à-vis de ces pilotes, sans compter sur la nouvelle direction, avec Alexandre de Juniac, avec Frédéric Gaget justement, qui a dit maintenant peut-être
Ça suffit maintenant, on arrête, on ne répond plus justement. Le mérite peut-être de la direction actuelle, Stéphane Alberne, c'est d'assumer, c'est de résister tout simplement maintenant. Je crois qu'il y a vraiment un état d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a une communication à faire, qu'une compagnie aérienne, ce qu'on appelle historique, issue du giron étatique, est mortelle. Ouais. Et je rappelle d'ailleurs que Swissair, ça a mal fini, Malev en Hongrie, ça a mal fini. Aux USA, ils ont une formule magique qui s'appelle le Chapter 11, qui fait quand ça finit mal, on vous met sous Chapter 11, on vous restructure et vous en ressortez soit très bien, soit pas du tout. Mais en fait, tout ça pour montrer que ça existe. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on y reviendra sur les mécanismes, une compagnie aérienne qui part de travers peut mourir. C'est une réalité. Oui, mais Nicolas Bouzou, la direction aujourd'hui fait le sale boulot que n'ont pas fait les précédentes directions, qui étaient un peu aux mains de hauts fonctionnaires, hein, Christian Blanc, Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourjon. Alors, je pense que Christian Blanc avait très bien fait son job. Je pense qu'après, par contre, il y a eu beaucoup de laisser faire. Alors, cette direction, elle est quand même en place depuis plusieurs années maintenant. Mais je veux dire, on sait ce qu'il faut faire. Gagé, il vient de KLM, par exemple. Oui, il est dans le Sérail. Et la pression, elle viendra de là. Par les Pays-Bas. Ah bah justement, c'est intéressant. Elle viendra de là. C'est-à-dire que on va rappeler l'accord de compétitivité qu'on demande aux pilotes. La petite compagnie KLM, les syndicats ont signé il y a peu de temps. Oui, et puis de toute façon, vous voyez bien aussi, alors pardonnez-moi, je sors un peu de mon rôle de macroéconomiste très rigoureux avec des chiffres. Là, je vous parle de choses aussi que je vois dans l'entreprise. Restez rigoureux surtout. Non, je reste très rigoureux. Non, mais je veux dire, je peux pas tout quantifier. J'ai l'impression que vous avez une pression aussi de KLM qui est très forte aujourd'hui et qui est liée d'ailleurs à la nature du dialogue social chez nous. Je veux dire, les Hollandais, la Hollande, c'est encore mieux que l'Allemagne. Je parle sous le contrôle de Bernard Vivier en matière de dialogue social. C'est-à-dire qu'en Hollande, tout se passe bien, on anticipe les problèmes, on traite les problèmes avant qu'ils ne se posent. Donc c'est un peu l'inverse de la France. Je peux vous dire que nos amis hollandais de KLM, aujourd'hui, ils ont un peu du mal à comprendre ce qui se passe en France et, chose rare pour des Hollandais, ça commence à les agacer. Oui, Bernard Vivier, ce que dit Nicolas Bouzou, c'est un comble quand même que Air France, maintenant, doit se mettre au niveau de la petite compagnie KLM avec qui elle est mariée depuis 12 ans. Non, Air France se met à l'heure de l'Europe, ou plus exactement, doit se mettre à l'heure de l'Europe. Nous avons une très belle compagnie, nous y sommes attachés. Ouais. Attention, c'est bleu, blanc, rouge, hein, c'est important. Et on verra ça, la saga Air France avec Jean-Baptiste. C'est la France qui s'est volée. Et imaginons que Swissair n'ait plus d'avion Swissair, et on sait que ça peut arriver, que d'autres compagnies disparaissent. C'est un symbole national. Mais au nom de ce symbole national, plus de chocolat ensuite. Exactement. Voilà. Au nom de ce symbole national, on ne peut pas non plus rester statique. Ouais. Or, cette entreprise est restée dans sa tête et dans la tête des personnels en grande partie comme une entreprise à statut. Comme si l'État n'était encore le propriétaire. L'État n'a que 17% du capital d'Air France. Et ceux des dirigeants d'Air France, comme Christian Blanc, qui était un grand patron d'Air France. Alors, pardon, je retire. Et en effet, je l'ai mis dans la mauvaise catégorie. Mener des opérations, ils n'ont pas pu le faire dans un contexte qui n'était pas à cette époque jouable. Or aujourd'hui, chez Air France, comme dans quantité d'autres réformes à faire sur le plan social en France, les temps sont mûrs. Donc oui, il faut y aller. Les gouvernants, les dirigeants d'entreprise, les syndicalistes savent que les réformes sont nécessaires. Bien, sont-elles possibles? Eh bien oui, on a envie de leur dire à bien d'entre eux, vas-y Toto, allez-y. Ouais. C'est ce que fait Air France aujourd'hui. On en parlait avec Stéphane Alberne, Bernard Vivier. Clairement, ce qui était demandé aux navigants, donc les pilotes et puis les hôtesses et stewards, à savoir travailler une centaine d'heures supplémentaires à l'œil chaque année. C'était vraiment scandaleux ou pas? Non, la question des pilotes, c'est pas la question de leur rémunération. Elle est certes très élevée. La question sociale des pilotes, c'est pas leur rémunération, ça a été dit, c'est le temps consacré au trava travail. Rémunération élevée, on va le rappeler pour un commandant de bord, c'est-à-dire au gradé, hein, 55 heures par mois, il travaille, donc il est payé 17 406 €. Voilà. Oui. Ça, oui, c'est un long courrier. Oui. Non, mais attendez, je suis pas du tout en train de dire c'est bien, c'est mal. Je donne les chiffres de façon brute. Bien sûr. Est-ce que je peux dire quelque chose en 30 secondes, oui. Fabrice? Parce qu'on dit les pilotes d'Air France ne veulent pas travailler plus. C'est pas vrai. Vous avez une filiale d'Air France dans laquelle les pilotes travaillent énormément. Transavia. Qui s'appelle Transavia. Et oui, mais c'est là où il faut les manager, les pilotes. Les pilotes, c'est des gens, c'est des affectifs, ils sont passionnés par leur métier. Ils voulaient pas aller sur Transavia. Tous les pilotes que je connaissais ne voulaient pas aller sur Transavia. Tous ceux qui sont sur Transavia aujourd'hui, ils travaillent 800 heures par an, ils sont ravis, ils sont fous de joie, ils sont un peu fatigués, mais ils sont ravis parce que Transavia, c'est une entreprise qui est en forte progression, les accords sont beaucoup plus simples, et donc vous voyez qu'on peut faire des choses, on peut faire des choses. Bernard Vivier. Le problème de Transavia, c'est qu'il y a 40 avions aujourd'hui. Au prix l'an dernier, de deux semaines de grève qui ont failli... Énorme. Bah oui.
gravement abîmé, qui ont même gravement abîmé la compagnie Air France. 2 semaines de grève où précisément personne ne voulait Transavia. Transavia avait été envisagé dès 1996 par Christian Blanc, qui voulait transformer Air Inter déficitaire dans une compagnie low cost. Nous avons en France lancé notre compagnie low cost avec 20 ans de retard sur Ryanair ou EasyJet. Ce soir, au moment où on se parle, Mathieu Sévin, Stéphane Alberne, quid du dialogue? C'est la fin du dialogue, justement, compte tenu de ce blocage, compte tenu de ces violences. Ce matin, la direction se dit disponible à tout moment pour reprendre les négociations. Qu'est-ce qu'on dit? Vous étiez tout à l'heure avec Frédéric Gagey. Moi, je vous dirais une chose, c'est que de toute manière, le dialogue, il est obligatoire chez Air France, parce que les mesures d'économie qu'on nous a annoncées aujourd'hui, c'est bien joli, ça va permettre de passer dans le vert. Rappelez-les-nous alors justement, donc ce comité central d'entreprise, qu'est-ce qu'il a décidé? 2900 suppressions d'emplois, dont 300 pilotes, il y a la fermeture de plusieurs lignes, le retrait de 14 avions, 5 l'année prochaine. 9 en 2017, 340, voilà, 340, les 787 de Boeing, on annule les 5 premières commandes. Bon, tout ça, ça va permettre de faire des économies, mais jusqu'à 200 millions d'euros par an entre 2016 et 2017, nous dit-on. Mais ça ne va pas permettre à Air France de faire baisser sa recette unitaire. Donc de toute manière, elle sera obligée de négocier avec les syndicats et avec les pilotes. Et le SNPL va être obligé d'évoluer à un moment ou à un autre, parce que sinon ils vont droit dans le mur. Stéphane Alberne, Hatchery Stratégie. Oui, alors moi je suis d'accord que dans une entreprise, pour faire une réforme en profondeur, il faut entraîner tout le monde et que ça ne peut se faire que dans la convergence. Cela étant dit, il y a effectivement un point d'arrêt qui a été mis ici, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller de l'avant. Alors pourquoi il faut aller de l'avant? On entend parler des 750 millions de résultats d'exploitation à horizon 2017. C'est pas un chiffre qui est sorti comme ça. C'est parce que pour résister au Moyen-Oriental, au Sud-Est asiatique qui attaque sur les longs courriers, sur le haut de gamme, il faut investir. Nouvelles cabines, nouveaux avions, nouveaux sièges. Pour attaquer au niveau des moyens courriers contre les low cost, il faut aussi pouvoir mettre en place des modèles low cost. On a parlé avec Transavia. Pour pouvoir résister à la grande vitesse et très grande vitesse sur les très courts courriers, il faut aussi avoir une offre, la navette avec des fréquences adaptées, des bases escales, etc., qui soient compétitives. Tout ça, ça coûte. C'est-à-dire que si aujourd'hui Air France se contente seulement d'être à l'équilibre ou à l'équilibre 0+, elle ne pourra plus investir et c'est son futur qui est hypothéqué. Alors on verra justement si le futur est hypothéqué, de quelle manière. Est-ce qu'un jour Air France pourrait passer sous pavillon étranger? Comment retrouver de la compétitivité? On va continuer dans un instant et tout ça évidemment au milieu d'un dialogue social qui semble bien en panne, blocage. On a vu ces violences ce matin. Le DRH d'Air France est bien littéralement donc déshabillé. Voilà, vous l'avez vu sur les images, sur les photos. On continue dans un instant avec Mathieu Sévin, avec Stéphane Alberne, Nicolas Bouzou et puis Bernard Vivier. Et puis tout à l'heure avec nous le directeur général adjoint d'Air France, Pierre-Olivier Bandet. Restez avec nous sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho reviennent. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Le dialogue social se crache-t-il à Air France? Vous avez vu toutes ces images ce matin, ce comité central extraordinaire donc au siège d'Air France pour annoncer des licenciements, c'est vrai que pour annoncer des fermetures de lignes. C'est interrompu très violemment par des manifestants, donc des salariés qui sont venus, qui s'en sont pris physiquement donc aux membres de la direction d'Air France. On a vu le DRH d'ailleurs qui en a arraché sa chemise, poursuivi un autre membre du comité de direction, monsieur Plissonnier, à qui on a aussi déchiré la chemise, il a pu la garder. Il y a 7 blessés quand même, dont un grave, et la direction porte plainte. Condamnation également du gouvernement. Tenez par exemple le ministre des Transports, Alain Vidali. Ces comportements sont totalement inacceptables et nous les condamnons extrêmement fermement. Ils relèvent de condamnation pénale et j'espère qu'il y aura des suites. La violence n'est jamais une solution. Et les images que j'ai vues confirment que tout ça est totalement étranger à ce que sont des relations normales. Voilà, la condamnation du gouvernement, Alain Vidali. Juste un mot, Nicolas Bouzou, vous êtes avec nous à la tête du cabinet Asterès.
ça donne une très mauvaise image à l'étranger. Il y a eu beaucoup de tweets venus de l'étranger montrant justement les photos de ce pauvre DRH, en tout cas de ce DRH, à qui on a retiré la chemise. Oui, alors ça donne pris à partie. Ça donne une très mauvaise image, mais ça n'aura pas d'impact parce qu'il n'y a pas d'effet de surprise. C'est-à-dire que de toute façon, toutes les enquêtes montrent que quand on demande aux investisseurs étrangers quelles sont les grandes caractéristiques économiques de la France, la faiblesse du dialogue social et la difficulté des relations sociales en fait partie. Donc Volkswagen en Allemagne, ça a un impact parce que vous avez un effet de surprise qui est absolument massif. Volkswagen, la Dodge Qualitat, là vous avez un effet de surprise. Le fait qu'on se batte à la sortie d'un CCE d'Air France, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est bien. Hein. Non, pas du tout. On s'entend bien. Compris. Non, c'est juste une question d'habitude. Exactement. Voilà. Bernard Vivier à la tête de l'Institut supérieur du travail. J'ai une analyse un peu différente parce que dans les entreprises, les directeurs des ressources humaines français qui ont des patrons américains, chinois, hollandais, savent la difficulté qu'ils ont pour bien montrer à leurs patrons que la réalité n'est pas celle du conflit. D'ailleurs, les chiffres sont là. On négocie en France de plus en plus et on s'affronte de moins en moins. Et dans le secteur privé, il y a effectivement le domaine des transports, qui est un domaine où il y a beaucoup de conflits, mais historiquement, nous sommes aujourd'hui à un des stades les plus bas. Air France est-elle une terre de grève ou pas, Bernard Vivier? Pas tant que cela. Non, pas tant que cela. La SNCF l'est davantage, le transport ferroviaire, mais dans les entreprises, en France en général, la grève ne cesse de décroître et la négociation ne cesse de grandir. Mais c'est vrai que nous avons encore cette image, et quelques images à la télévision ou quelques sons à la radio, ça provoque effectivement des tweets chez nos amis investisseurs anglo-saxons, bien entendu. Réaction donc du gouvernement, on l'a entendu, donc Alain Vidali, Emmanuel Macron qui condamne. Oui, l'État quand même, il a 16% du capital d'Air France, 17% des droits de vote. Hein. Le gouvernement qui avait appelé les syndicats à l'ordre, à la raison il y a quelques jours. Et on a vu une classe politique extrêmement mobilisée sur le cas d'Air France, tous bords confondus. Eh bien, on prône une nécessaire adaptation de la compagnie au nouvel environnement économique. C'est ce que nous explique Mathieu Jolivet. Air France, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Le Roux, planche sur le sujet depuis longtemps. Il a remis en 2014 un rapport à Matignon dans lequel il tire la sonnette d'alarme sur le déclin inéluctable de la compagnie si elle ne se restructure pas rapidement. Pas de débat partisan, donc une grande partie de la classe politique, tous bords confondus, s'accorde à dire qu'Air France ne s'inscrit pas dans la compétition mondiale et doit s'adapter urgemment à la réalité économique. Et cette réalité, nous dit un député socialiste, c'est celle d'un syndicat de pilotes qui bloque tout et ne veut pas faire évoluer son statut qui date des années 70, qui avait été rédigé quand il y avait 3 fois moins de compagnies et aucune low cost. Le gouvernement, en tant qu'État actionnaire, demande un effort aux pilotes et fait tout pour que les négociations reprennent. Il y a là une ligne politique que prône François Hollande, celle de sortir des crises par le dialogue social, mais aussi une volonté politique de sauver coûte que coûte une compagnie certes privée, mais dont l'État reste actionnaire et qui reflète une image de la France. Voilà l'explication de Mathieu Jolivet. Stéphane Alberne à la tête de Archery Consulting Strategy. L'État pouvait-il laisser tomber Air France? L'État s'est impliqué dans ce conflit. Oui, alors c'est une question compliquée ça, Fabrice, parce que 2 points. Une compagnie nationale historique puissante et qui a une place sur l'échiquier mondial, c'est un petit peu un fer de lance de la marque France. C'est presque même la limite de la souveraineté, c'est-à-dire que quand vous avez une compagnie puissante, eh bien, dans plein de domaines, vous rayonnez. Alors, je ne vais pas faire la liste de ce que ça veut dire, mais on voit bien ce qu'il y a derrière. Alors maintenant, l'État est schizophrène, parce que, attention, sur la chaîne de valeur du transport aérien, vous avez les actionnaires donc à hauteur de 17%, on va dire environ, d'Air France, mais elle est aussi actionnaire d'Aéroports de Paris, qui fixe les redevances, qui sont en fait les taxes aéroportuaires, élevées, comme horriblement chères, et grévant donc la compétitivité d'Air France. Elle est aussi actionnaire d'Airbus Group, dans lequel on retrouve Airbus, qui vend des Airbus à Air France. Et on se rappelle les discussions un petit peu tendues qu'il y avait eu sur les commandes d'avions. Donc voilà, un État qui est un petit peu partout, qui n'est pas censé être aux manettes, puisque n'est pas propriétaire de l'ensemble de la chaîne de valeur, mais néanmoins un actionnaire non négligeable. Ah oui, et Bernard Vivier, juste un mot, État schizophrène, suite à peut-être fin, je ne sais pas, un gouvernement de gauche à qui ça ne pose pas de problème de soutenir un plan social de 3000 collaborateurs. Et parce que Mathieu Jolivet l'a dit, que ce soit de droite ou de gauche,
revanche, l'heure est venue des réformes. Et ce gouvernement, aujourd'hui, lance des réformes dans quantité de domaines. Donc il faut le faire comme l'ont fait l'ensemble des autres pays européens. Le social en France, ce n'est pas un dispositif que l'on va congeler et auquel on ne va pas toucher. Il faut aussi réformer dans le domaine social. Et plus qu'on le croit, les organisations syndicales y sont attentives et prêtes. Plus qu'on le croit. Oui, et la réforme menée par la direction d'Air France, le PDG Frédéric Gaget et son adjoint sera avec nous tout à l'heure, donc Pierre-Olivier Bandet, juste ici, une quinzaine de minutes. Oui, la marque Air France, tiens, la marque France. C'est bien ce que vous avez dit, Stéphane Albert, puisque la question, en effet, c'est est-ce qu'Air France restera française pour la nuit des temps? Bon, c'est Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste, qui brandissait la menace d'un rachat d'Air France par un groupe étranger. Alors Air France, c'est une marque mythique, vieille de plus de 80 ans, justement. On va revenir sur cette belle et longue histoire avec Jean-Baptiste Huet. 7 octobre 1933, ce drapeau qui flotte au vent du Bourget célèbre la création de la compagnie Air France. Tout le gratin de l'aviation s'est donné rendez-vous au Bourget pour fêter l'inauguration de la compagnie. L'époque où il fallait 7 jours et 17 escales pour effectuer Paris-Saïgon à 250 km/h. La compagnie gagne ses premiers galons, son réseau s'étend, l'apparition dans les cabines de filets à bagages, de ventilateurs individuels et du chauffage contribue à faire naître une marque légendaire. La Deuxième Guerre mondiale vient briser les élans de la société, mais à la fin des années 50 arrive la révolution, les premiers avions à réaction. Désormais, ils peuvent franchir l'océan Atlantique d'un seul bond à 900 km/h. Air France, comme le souligne le spécialiste des marques Denis Gancel, devient un mythe, une marque de légende. À cette époque, le ciel fait rêver. Air France accueille à son bord aussi bien les stars comme Charlie Chaplin, Marlène Dietrich et même le Père Noël. Dans les années 70, le Concorde arrive comme la cerise sur le gâteau. Technologie, vitesse, service 4 étoiles. Puis vient le temps de la concurrence. Les alliances se forment et la guerre économique fait rage. Prendre l'avion aujourd'hui ne fait plus forcément rêver. Air France se doit donc, pour résister, de parfaire son service à bord, bien sûr, mais aussi au sol, avec par exemple la multiplication des lounges. 83 ans plus tard, la marque reste forte, avec ses plus de 70 000 salariés et ses 250 destinations. Air France tente, malgré les difficultés, de continuer à véhiculer dans le monde une certaine idée de la France. Voilà, récit de 83 ans d'histoire d'Air France, signé Jean-Baptiste Huet. Clairement, la menace d'un rachat de la compagnie par l'étranger, c'est sérieux ou pas? Tiens, Nicolas Bouzou, économiste. Prenez un avion Alitalia aujourd'hui, prenez un avion Alitalia, vous verrez qu'en dessous de la marque Alitalia, en petit, vous avez marqué Etihad. Donc oui, bien évidemment, vous avez les compagnies du Golfe qui veulent entrer dans le capital des compagnies européennes pour une raison qui d'ailleurs est liée à la politique protectionniste que l'on a vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de ces compagnies qui voudraient acheter des slots, donc des droits d'atterrissage et décollage, à Orly, surtout à Roissy. Elles n'arrivent, ou même d'ailleurs dans certaines villes de province, Lyon est un aéroport très dynamique, Marseille, et donc elles ne le peuvent pas, on ne leur en vend pas, et donc le plus simple pour elles, au fond, c'est d'investir dans les compagnies. En achetant 10 ou 15% d'Air France, elles apportent de l'argent, et puis elles peuvent commencer à se développer en France. Cela dit, ce que l'on observe, c'est que le management d'Etihad, c'est quelque chose. C'est pas le management d'Air France, d'accord? Donc je pense que Air France a plus intérêt à se réformer plutôt qu'à laisser venir un actionnaire de ce type dans son capital. Pour nous, en tant que citoyens français, ou au niveau macroéconomique, ça n'aura pas d'impact. À la limite, ces compagnies, elles ont beaucoup d'argent. Mais pour les personnels d'Air France, je peux vous dire que ce serait différent. La rentabilité qui n'est pas au rendez-vous, Stéphane Albert, avec un écart de coût par rapport à la concurrence qui reste assez important, selon les métiers, entre 20 et 35%. À qui la faute, principalement? Vous avez cité tout à l'heure les redevances aéroportuaires. Bon, c'est peut-être pas forcément la raison principale. C'est quoi? C'est le Golfe? Ce sont les low cost? C'est quoi? C'est pas la faute des pilotes uniquement quand même? Non, c'est multicausal. Les trois principaux postes, on va dire, dans un coût complet au siège passager, c'est le personnel évidemment, les taxes aéroportuaires et la maintenance des avions. Et les écarts peuvent se croiser dans les trois domaines. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le fuel. Alors le fuel, c'est important. C'est 20, 25, voire parfois 30%
15% du coût complet. Voilà, c'est ça. Après, il y a des hedging, il y a des mécanismes financiers pour se protéger des variations qui ne sont pas souhaitées. Mais gardons bien ça en tête. Laissons le fuel de côté, le personnel, les taxes aéroportuaires et la maintenance des avions. Alors, tout ça, ça se paye. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un État, alors il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, qui est, comment dire, dans une logique de fer de lance stratégique de son pays, il va faire en sorte que les redevances de son aéroport soient moins élevées pour avoir un coût complet un petit peu rabaissé. Alors, quelle stratégie pour retrouver donc ce chemin de la croissance face au Golfe, face au low cost, face aux compagnies asiatiques, Stéphane Albert? Attention, alors là, ce sont des débats complètement différents. C'est-à-dire que sur le très court courrier... 3 combats menés 2 fois. Ah oui, alors le problème c'est ça, c'est que les compagnies historiques ont cru, et elles ont eu raison il y a quelques années, qu'avec le même moteur, sur le même business model, elles pouvaient adresser tous les marchés de la même manière. Aujourd'hui, elles sont face à 3 voire 4 marchés. Le très court courrier face à la très grande vitesse ferroviaire. Et là, il faut trouver un positionnement avec des fréquences très élevées et puis des prix compétitifs. Le moyen courrier, c'est le low cost. Là, c'est la guerre totale, comme vous l'avez montré dans votre reportage. C'est le prix. Et puis ensuite, il y a avec déjà peut-être une première victoire, en tout cas une première étape avec Transavia. Oui, mais encore faut-il que Transavia puisse se développer. Oui. Voilà. Donc puisse avoir une flotte qui grossisse et qui occupe la position qui est perdue sur le moyen courrier non Transavia au sein d'Air France. Le troisième combat. Et ensuite, c'est le long courrier où là, on est face à des sud-est asiatiques, du Moyen-Oriental et où on va chercher du très haut de gamme, on va chercher de la business majoritairement qui est la forte contribution en termes de marge, moins que la business, c'est vraiment que la first, c'est la business qui tire. Quand on parle du Golfe, Mathieu Sévin, est-ce que la bataille elle est perdue pour Air France face à des compagnies qui sont quand même méga subventionnées? Si la compagnie se réforme et va dans le bon sens, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas capable de concurrencer Etihad, Qatar, Emirates. Ça va être difficile. Nicolas Bouzou. Il y a un chemin pour Air France. Deux exemples. Les low cost aujourd'hui, les low cost les plus durs, je pense à Ryanair, on peut penser à Wizz Air aussi, qui est une compagnie plus récente, mais elles essaient un petit peu de monter en gamme. C'est très difficile quand vous avez construit la marque Ryanair sur des prix très bas, quitte à délaisser un peu le service, c'est difficile de monter en gamme. Donc là, il y a vraiment un chemin pour Air France et pour Transavia. Le drame de Transavia, c'est que au-dessus de vous, là, Fabrice, vous avez 20 à 25 avions Transavia qui volent. Vous devez avoir 350 Ryanair et une compagnie comme Wizz Air, basée dans les pays de l'Est, qui a une petite dizaine d'années, elle a 100 avions en ce moment. Donc Transavia doit monter beaucoup plus vite. Deuxième sujet, les compagnies du Golfe. Oui, elles sont très performantes, notamment en raison tout bêtement du positionnement de leur hub. C'est-à-dire le transport aérien, il se développe beaucoup en Asie. Quand vous êtes basé dans les Émirats ou même, parce qu'on en parle peu, c'est pas une compagnie du Golfe, mais à Istanbul, Turkish, je peux vous dire que c'est beaucoup plus simple pour vous. Mais il y a quand même un chemin, notamment parce que ces compagnies ont acheté beaucoup d'A380. L'A380, c'est très cher. On se rend compte qu'il est assez difficile à rentabiliser. Et je me dis tous les jours, au fond, Air France n'en a pas acheté tant que ça. C'est pas si idiot que... Donc, vous voyez, il y a un chemin. Mais en revanche, ce qu'il faut aujourd'hui à l'intérieur d'Air France, c'est une simplification drastique. C'est comme la France. 240 accords régissent la vie des pilotes. 240 accords. J'ai eu dans les mains l'accord qui régit le choix des hôtels. 60 pages d'hébergement. Sur KLM, 6 pages. Et nos amis de KLM trouvent que 6 pages, c'est beaucoup et qu'il faudra le réduire. 60 pages chez Air France, d'accord? Donc c'est ça le cœur du sujet. Il faut faire un choc de simplification. Comme on a essayé de le faire en France, on n'a pas bien réussi d'ailleurs. Non, mais voilà. Mais il faut arriver à faire ça chez Air France. Mais vous voyez, il y a des chemins stratégiques aujourd'hui qui sont possibles. Oui, Bernard Vivier à la tête de l'Institut supérieur du travail. Quand on écoute Nicolas Bouzou, on a l'impression que voilà, les accords d'entreprise, c'est le code du travail chez Air France, et puis en face chez KLM, c'est le code du travail suisse. Bon, ce choc de simplification. Ils peuvent y arriver chez Air France? Oui, ils peuvent y arriver. Choc de simplification, pour faire un mauvais jeu de mots, c'est toujours très compliqué à faire. Mais, Bernard. Mais dans un pays comme la France, où nous avons deux façons de vivre, la façon liée au contrat de travail, c'est-à-dire aussi collectivement aux conventions collectives, aux contrats collectifs, il y a un engagement réciproque, une adaptation permanente au marché du travail. Puis l'autre façon, c'est de se dire, on est protégé par un statut, parce que c'est la dérivée première du statut d'entreprise publique. Et quand on a un problème, on lève la main et on demande à Mamie de payer. Mamie, c'est l'État. Et l'État ne peut pas tout. Ça nous rappelle quand même une déclaration importante de Lionel Jospin à la fin des années 90. L'État ne peut pas tout. Donc maintenant, l'État ne peut pas tout et dit, je n'ai plus que 17% des droits de vote.
Ce n'est pas moi le vrai patron. Le vrai patron, d'abord, c'est le client. Et à l'intérieur de ce marché, les managers, les dirigeants qui ne déméritent pas, Juniac et autres dirigeants, développent une logique vers les syndicats. C'est la faiblesse du syndicalisme qui aujourd'hui, et non pas la violence et la force musculaire de ceux qui se prétendent syndicalistes, qui va permettre de dénouer l'affaire. C'est le dialogue social. Oui. Un gouvernement de gauche est-il plus équipé, mieux équipé, plus en situation de le faire qu'un gouvernement de droite? Peut-être. Mais c'est surtout que les temps sont là, donc les temps sont là pour la négociation. Je ne désespère pas sur ce projet-là. Oui, vous ne désespérez pas, mais le personnel d'Air France, est-ce qu'il n'en a pas assez de vivre régulièrement, plan après plan quand même? Est-ce que c'est pas un tout petit peu démotivant quand même, Bernard Vivier? Non, c'est pas démotivant parce qu'on sent bien qu'il y a une ligne qui est cassée régulièrement. L'an dernier, 2 semaines ont cassé le projet de relance à travers la filiale Transavia. C'était une très belle possibilité. Ça a été dit mieux que moi par d'autres intervenants. Donc nous avons aujourd'hui le besoin d'avoir une ligne force avec une direction qui passe et qui a actuellement le soutien du gouvernement. Les propos du ministre des Transports, Alain Vidalis, sont des propos que l'on n'aurait peut-être pas entendus de la même façon il y a 10-15 ans. Il s'engage très fort. Ah oui. Voilà. Maintenant, il faut aussi que le gouvernement appuie avec des compétences et avec de la détermination, appuie les dirigeants. Il faut noter que l'an dernier, Juniac n'a pas été débarqué de son poste. Il est resté en place. Or, à un moment donné, il était à 2 doigts d'être évacué du cockpit. Ah oui, au final, Stéphane Albert, compte tenu de ce dialogue social, compte tenu de cette volonté de réforme, est-ce qu'on peut atteindre, est-ce que la compagnie pourra atteindre les 80% de lignes rentables sur le long courrier? Aujourd'hui, une ligne sur 2 n'est pas rentable sur le long courrier. Oui, alors je crois que là, il y a des choses qui ont été dites qu'il faut mettre un peu en perspective. Je pense que on souhaite tous la convergence. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ça, ça aille dans le bon sens de l'optimisation, de la compétitivité. Pourquoi? Parce qu'une compagnie aérienne, ça se débelote très rapidement. C'est-à-dire quand vous commencez à avoir une ligne déficitaire, qu'est-ce qui se passe? On réduit d'abord les fréquences, puis il y a un seuil à partir duquel on ne peut plus réduire, on ferme. On ferme parce que les coûts fixes sont trop élevés et on laisse la place à un autre qui lui va l'occuper très certainement durablement parce qu'il va s'organiser pour, il sera peut-être plus flexible. Donc il faut vraiment souhaiter qu'il y ait la convergence, il faut vraiment souhaiter le retour à la rentabilité parce que seule la rentabilité peut apporter le cash qui permette à Air France de se redéployer dans un schéma de croissance durable. Eh bien, on va continuer la réflexion dans un instant avec Pierre-Olivier Bandet, directeur général adjoint d'Air France. Je remercie Stéphane Albert, donc président du cabinet de conseil Archery Strategy Consulting, spécialisé notamment dans la défense, l'aéronautique et l'espace. Mathieu Sévin, le monsieur aéronautique et le monsieur automobile à la rédaction de BFM Business. Nicolas Bouzou, je rappelle, Le Grand Refoulement, c'est son best-seller sorti il y a 2 semaines. Stop à la démission démocratique. Il est à la tête du cabinet Asterès. Et puis Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Le dialogue social se crache-t-il chez Air France? On va revenir sur ces événements inadmissibles ce matin au CCE d'Air France avec le numéro 3 de la boîte. A tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho. Des scènes incroyables ce matin au comité central extraordinaire d'Air France qui devait bien annoncer des fermetures de lignes, des licenciements secs. Ça a dégénéré quand la salle a été envahie par des manifestants, par des salariés très remontés, très en colère. Voilà, ils sont rentrés dans la salle et ils ont pris physiquement un parti des membres du comité de direction, dont le directeur des ressources humaines, à qui eh bien, on a arraché la chemise des RH qui étaient protégés par des agents de sécurité, qui a failli être lynché. On est avec Pierre-Olivier Bandet. Bonsoir. Bonsoir. Pierre-Olivier Bandet, il y a eu des blessés ce matin. Oui, 5 blessés confirmés, dont 2 ont nécessité un suivi médical, un notamment qui avait perdu connaissance à la suite de l'intervention des manifestants. Un vigile, un agent de sécurité? Un vigile, absolument. Ouais. Absolument. Vous êtes le directeur général adjoint d'Air France. Alors, les syndicats eh bien, qui ont réagi expliquent que c'est l'exaspération qui s'est exprimée. Il y a de la colère, on peut que la constater. Elle est visible là, regardez.
c'est des gens, ils peuvent plus donner, ils ont trop donné. Tout ce qu'ils nous proposent, c'est de faire baisser notre flotte de 14 avions. C'est clairement pas le moment, mais évidemment que la colère monte depuis longtemps et qu'à un moment donné, elle allait exploser. Voilà, donc ces syndicalistes de Force ouvrière, de Sud Aérien, Pierre-Olivier Bandet, donc, qui est à l'origine de cette guérilla ce matin dans la salle du comité central d'entreprise et puis à l'extérieur, là, le long des pistes de Roissy. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vous avez vu ne reflète pas la position des salariés d'Air France, ni l'état du dialogue social à Air France, ni même la position des organisations professionnelles. Ils étaient nombreux quand même. Le CCE a commencé ce matin de façon bien sûr très grave, de façon extrêmement sereine. Frédéric Gagey a pu exposer son plan devant l'ensemble des élus et des représentants du personnel. Et c'est effectivement à ce moment-là que des manifestants sont rentrés en assez grand nombre et ont envahi la salle du CCE. Et là, il y avait on n'était plus dans le dialogue social, on était dans autre chose, quelque chose d'absolument inadmissible contre lequel la direction a porté plainte. Oui, vous avez porté plainte. Absolument. Vous aviez déjà saisi la justice il y a quelques semaines sur l'application du plan Transform 2015 parce que les pilotes n'étaient pas au rendez-vous de leurs efforts, de leurs promesses sur la compétitivité. Bon, on voit ces violences ce matin. Ça va se régler maintenant de plus en plus le dialogue social devant le tribunal ? Est-ce que, là aussi, le fait d'aller devant le tribunal ne reflète absolument pas le dialogue social à Air France? Bon, je pense que vous conviendrez que, vu ce qui s'est passé ce matin et vu les images que vous diffusez d'ailleurs, il est absolument normal que la compagnie porte plainte contre les personnes qui ont perpétré ces actes, pas contre des organisations professionnelles. Donc, il n'y a pas une incapacité à négocier quand même? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à aller quand même à une rupture donc dans le dialogue social, dans le climat social à Air France, Pierre-Olivier Je ne Bandet? pense pas. Je pense, vous savez, ça fait 23 ans que je suis à la compagnie, je suis salarié moi-même depuis un certain temps, donc je comprends ce que ressentent les salariés et également l'inquiétude qu'ils peuvent ressentir et qu'ils peuvent faire remonter à leurs organisations professionnelles. Et donc on est dans un dialogue social extrêmement nourri depuis très longtemps. On a une tradition à Air France de dialogue social. C'est vrai qu'on a une difficulté aujourd'hui, c'est le rythme du dialogue social. C'est-à-dire que le monde autour de nous, notre secteur aérien s'adapte à toute allure, évolue à toute allure. Et c'est vrai que le rythme du dialogue, les habitudes peut-être qu'on a eues dans ce dialogue, d'échanges extrêmement longs, extrêmement certes riches, mais qui avaient du mal et qui mettaient du temps à progresser, c'est ça sans doute qu'il faut changer. Donc c'est pas le mode de dialogue, donc, quand vous dites, c'est ça qu'il faudrait changer, il faudrait changer le rythme oui, peut-être, je pense que c'est le rythme, accélérer le nombre de rendez-vous peut-être finalement pour plus coller aux enjeux économiques, aux transformations du monde? Le nombre de rendez-vous, il y en a énormément, que ce soit les CCE, les différentes instances et également les réunions en bilatéral. La porte du DRH et de l'ensemble des DRH, leurs portes sont ouvertes en permanence aux organisations professionnelles. Je pense que ce qu'il faut, c'est accélérer sans doute le rythme auquel on arrive à conclure ensemble des accords. C'est sans doute une pédagogie vis-à-vis des organisations professionnelles et également vis-à-vis de nous-mêmes. Et quitte à les revoir, quitte à revenir dessus. On est dans un monde, parfois on pense qu'il faut aller sur telle et telle stratégie. Des fois on gagne, heureusement, parfois on se trompe et il faut pouvoir revenir vers les organisations professionnelles et dire on ajuste le dispositif de façon beaucoup plus fluide et rapide. Oui, qu'est-ce qui va rester de ces bagarres ce matin? Est-ce que le dialogue va pouvoir reprendre, les négociations vont pouvoir reprendre dans les conditions les plus sereines à votre avis? Oui, en tout cas Frédéric Gagey, notre président, a indiqué que bien sûr la porte du dialogue social était toujours ouverte. Elle était ouverte ce week-end, elle était ouverte ce matin, elle est encore bien sûr ouverte cet après-midi. C'est bien sûr notre volonté de renouer, de continuer ce dialogue social avec l'ensemble des catégories de personnel, les pilotes, les hôtesses et stewards et les personnels aussi. Les pilotes quand même, bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quand même de lassitude de la part de la direction sur l'attitude de pilotes? La grande grève de l'an dernier, les efforts qu'ils n'ont pas forcément voulu mener à leur terme, alors que les autres catégories de personnel, eux, l'ont fait. Ces blocages, ces derniers jours, qui vous ont conduit, vous, la direction d'Air France, à annoncer les mesures, ces licenciements secs, on va y revenir, ces fermetures de lignes. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de ras-le-bol de votre part vis-à-vis du comportement des pilotes? De toute façon, toute compagnie aérienne doit travailler avec ses pilotes. Donc, quoi qu'on en pense, il faut en permanence travailler avec les pilotes, à la fois, bien sûr, le pilote 100%, comme on dit, donc celui qui effectue son activité vol, et bien sûr, ses représentants qui les lient et qui le représentent et qui doivent négocier. Donc, c'est un enjeu, effectivement, qui est difficile aujourd'hui. Vous allez peut-être y venir, puisqu'on a dû constater l'échec des négociations au 30 septembre et donc engager le plan dont on parlera.
Mais voilà, une compagnie aérienne a besoin de ses pilotes et une direction de compagnie aérienne doit travailler avec ses pilotes. Oui, vous êtes engagé dans la réforme. Réforme difficile, peut-être à mener, peut-être comme dans le reste du pays, mais peut-être que cette fois, je le disais tout à l'heure, eh bien, la nouvelle direction fait le sale boulot que les précédentes directions n'ont pas voulu faire pour chercher de la compétitivité, chercher de la rentabilité. Pierre-Olivier Bandet, vous êtes l'adjoint de Frédéric Gagey. Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que depuis 3 ans, Air France a énormément changé. Air France déjà a redressé son économie. On part de pertes opérationnelles qui étaient autour de 500 millions d'euros et on aurait été rentable l'an dernier hors mouvement de grève et on a de bons espoirs cette année d'être de nouveau rentable. Donc le redressement économique est là. Également le développement de nouveaux produits vis-à-vis de nos clients. Il se passe énormément de choses aujourd'hui à Air France. Vous le savez, on a les nouvelles cabines en long courrier. On rénove également maintenant nos cabines sur le moyen courrier d'alimentation de notre hub de Roissy-Charles de Gaulle, et sans oublier tout ce qui se passe au niveau du digital, donc les tablettes pour les personnels navigants, les SMS qui sont envoyés en cas d'aléa. Bien sûr. Voilà, et l'app Air France que je vous conseille d'utiliser. Ah oui, ça c'est autre chose, sauf qu'aujourd'hui, donc le comité central d'entreprise, constatant donc l'échec des négociations avec le SNPL, eh bien, vous avez sorti donc votre plan B. Le plan B, qu'est-ce que c'est donc? C'était la menace qu'avait mise en avant justement le président d'Air France en disant si vous ne signez pas, eh bien, on va supprimer. Alors, on va supprimer donc, et ça a été annoncé aujourd'hui, 2900 postes. 300 pilotes, 900 hôtesses et stewards, 1700 personnels au sol, 5 avions qui vont quitter donc la flotte long courrier en 2016, donc des A340 et puis 9 l'an prochain, donc 14 avions, on entendait ce syndicaliste tout à l'heure, pas de Boeing 787, tout ça, ça va rapporter combien, Pierre-Olivier Bandet? Notre objectif, on l'a affiché depuis longtemps, c'est d'atteindre un profit d'environ 700 millions d'euros en 2017. 700 millions d'euros pour une entreprise de 15 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose. Pour une entreprise aussi qui doit investir, pour une entreprise qui est soumise très régulièrement, comme vous le savez, à des crises géopolitiques notamment, c'est le minimum pour vivre. C'est pas pour servir ses actionnaires. L'objectif de la direction d'Air France était d'atteindre ces 700 millions d'euros en entrant dans une logique de compétitivité qui permettait une croissance modérée, mais une croissance de 3% environ en 2017 et 2018. Faute d'obtenir ces gains de productivité, nous pensons pouvoir atteindre le même niveau de rentabilité en supprimant les lignes non rentables qu'on considère qu'on ne peut pas sauver dans les 2 années qui viennent. Oui, parce que les lignes non rentables, vous précisez qu'on ne peut pas sauver dans les 2 ans qui viennent, parce que sur le long courrier, on en parlait tout à l'heure, la moitié du réseau long courrier n'est pas rentable. Absolument. C'est le constat qu'on a fait. Alors, le fait que toutes les lignes ne soient pas rentables, ça c'est la nature de notre activité. On a des lignes sur lesquelles on est en croissance, on a des lignes sur lesquelles il y a une situation économique. Par exemple, au Brésil aujourd'hui, on sait que la situation économique est difficile. Donc ça, c'est la nature de notre business. Simplement, dans notre portefeuille de route, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir 80% de lignes rentables qui contribuent, qui permettent de soutenir les autres. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour des raisons diverses, qui sont effectivement dans des pays qui ont des difficultés économiques, une concurrence exacerbée dans d'autres, et qui dit concurrence, ça pose la question de notre compétitivité. D'où effectivement le besoin de supprimer à la fois des lignes et aussi réduire les fréquences sur certaines lignes. Ça a été dit. Oui, c'est-à-dire voilà, vous allez supprimer, je rappelle donc tout ce qu'on a raconté tout au long de la journée, notamment avec Mathieu Sévin, notre spécialiste, réduction de fréquence sur 22 lignes en 2016, plus forte saisonnalité sur 6 autres lignes, c'est-à-dire donc l'hiver, on va peut-être un petit peu se dégager au profit de l'été, et la fermeture de 5 lignes en Inde, en Asie du Sud-Est, donc en 2017, c'est ça? Ce qui correspond à quelle ville, par exemple? Alors, on ne donne pas les chiffres, les villes aujourd'hui, à la fois pour des raisons concurrentielles, on ne veut pas que nos concurrents s'y installent, et aussi parce que, bon, bien sûr, on a un plan aujourd'hui, mais qui pourra être ajusté en fonction de l'évolution de la situation. Dans notre métier, 2017, c'est encore assez loin. Donc voilà, on sait qu'on a un schéma qui fonctionne, mais qui pourrait être Mais est-ce que c'est suffisamment audacieux quand même, Pierre-Olivier Bandet? Tout à l'heure, on se disait, bon, voilà, très bien, ça va leur permettre peut-être de se maintenir à flot, mais est-ce que c'est ça qui va vous permettre de conquérir le monde, de répondre au low cost, de répondre aux compagnies du Golfe, de répondre aux compagnies asiatiques, de répondre au TGV également? Ah non, ce qu'on fait, ça va nous permettre de consolider notre activité actuelle et de maintenir et d'augmenter notre rentabilité. Mais c'est sûr que la problématique de la compétitivité et donc de la productivité des personnels, mais aussi de la compétitivité sur l'ensemble de nos coûts, reste posée. Simplement, avec cet ajustement et ce plan B, on se donne le temps, un peu plus de temps pour adresser ces sujets et bien sûr l'objectif à terme c'est de repartir sur un chemin de croissance. Oui, vous sentez comment ce soir? Il n'y a pas le sentiment un peu d'un gâchis quand même?
On reste extrêmement mobilisé en tout cas vers la négociation. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, bien sûr, ça choque. Bon, rien que les images choquent, donc l'avoir vécu et surtout pour, je pense surtout à Xavier Brosetta. Oui. J'étais effectivement dans les parages et c'est vrai que pour les personnes qui étaient vraiment au cœur de l'événement, c'était un événement. Qui est le DRH, bien sûr, on pense vraiment à lui. Voilà, on pense vraiment à lui. C'est quand même un événement extrêmement. On l'a entendu tout à l'heure. Il avait l'air d'être complètement secoué. Hein. Vous lui avez parlé comment il se sent là? Oui, bon, bien sûr. Hein, c'est un événement extrêmement difficile. Je pense que, cela dit, Xavier Brosetta est quelqu'un qui a une expérience, c'est quelqu'un d'extrêmement solide, et je sais qu'il rebondira très bien. Quand on a affaire à ce type de guérilla. Quand même, la réforme, quand même. Ce que KLM, la petite sœur à qui vous êtes marié donc il y a une douzaine d'années, elle a réussi justement. Ces syndicats de pilotes ont signé un accord de compétitivité. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible à Air France? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un mauvais signe pour la compagnie, que ce soit le petit justement qui montre l'exemple au gros? Écoutez, les traditions de dialogue social aux Pays-Bas sont peut-être un petit peu différentes. C'est vrai que c'est pour nous, en tout cas, quelque chose dont on parle aussi dans les organisations professionnelles, en leur disant finalement la stratégie du groupe est la même, hein, des deux côtés. On pense que c'est la bonne stratégie et qu'elle fonctionne. Voilà, là, du côté hollandais, un accord a été trouvé. Et en tout cas, nous ne désespérons pas d'en trouver un au final avec nos personnels. Oui. Qu'est-ce qui fait que Air France, finalement, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous? Je vais vous donner une liste pêle-mêle, hein, et si vous deviez les classer par ordre d'importance. Hein. Les compagnies du Golfe, les pilotes, le low cost, les redevances aéroports de Paris. C'est quoi le gros point noir à vos yeux, Pierre-Olivier Bondet? Je voudrais sortir les pilotes, hein, parce je pense qu'on n'est pas du tout dans la même nature de sujet. Okay. Je pense qu'on a largement traité le sujet. Donc c'est sûr que les compagnies du Golfe constituent un concurrent formidable. Ce sont certes des très bonnes compagnies, mais ce que nous prétendons, c'est qu'elles sont très largement subventionnées par leurs États. Elles sont meilleures que vous ou pas? Si vous voulez, elles sont... C'est une question que je pose, je ne connais pas les compagnies du Golfe. Ce sont des compagnies, en tout cas, qui reçoivent des subventions extrêmement importantes de leurs États pour acheter leurs avions, pour développer leurs produits et pour inonder les écrans de télévision et les stades de foot de leur marque. Vous imaginez combien ça coûte. Donc, nous avons démontré, avec l'aide aussi de nos collègues des compagnies américaines, que ça représentait jusqu'à 42 milliards de dollars de subventions pour les 10 dernières années pour les 3 grandes compagnies européennes. Vous vous rendez compte, 42 milliards de dollars. Hein, la recapitalisation d'Air France d'il y a 20 ans dont on parle encore, c'était 3 milliards d'euros qui a ensuite été remboursés à l'État. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait contre cette concurrence déloyale, justement? Alors, on fait du lobbying, à la fois au niveau européen, à la fois au niveau français. Bon, cela dit, British Airways subit la même concurrence, puisqu'ils sont même en ciel ouvert. Donc, c'est pas non plus quelque chose... Et on les entend peut-être moins, non? En tout cas, c'est pas quelque chose qui doit nous détourner de l'objectif, hein, qui est de se concentrer sur la compétitivité d'Air France. Alors, les compagnies du Golfe en tête, ça c'est gros point noir. Ensuite, vous mettez quoi, Pierre-Olivier Bondet, vous le directeur général adjoint de la compagnie? Les compagnies low cost constituent aussi une concurrence forte. Ouais. Alors, à la fois, là aussi, on a dénoncé des comportements qui n'étaient pas, à notre sens, fair, au sens de la fair competition, donc à travers les subventions accordées par des aéroports, à travers l'emploi de faux indépendants. Enfin bon, vous connaissez le sujet. Ensuite, c'est aussi un business model qui nous a secoué, hein, je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse, qui nous a amené à nous renouveler, à réfléchir à notre modèle et à développer notre compagnie Transavia. Vous avez réagi un peu tard, ce que je disais tout à l'heure, peut-être les précédentes directions, et c'était pas vous, hein, c'était pas Frédéric Gagès, c'était pas Alexandre de Juniac, les précédentes ont laissé trop mûrir, se dégrader la situation, et finalement les pompiers, ceux qui arrivent, c'est vous, c'est la nouvelle direction, et c'est un petit peu de passer la serpillère partout. Bon, en tout cas, Transavia a été créé en 2007, donc c'est quand même une idée qui est relativement ancienne. Après, c'est vrai que le rythme de développement a été considérablement accéléré ces derniers temps. Il faudra encore plus, parce que Transavia, c'est combien d'appareils, Pierre? Aujourd'hui, c'est on est à 21 en France, une promesse de... et on va monter jusqu'à 40. On est déjà... Combien d'avions chez Ryanair? Au départ de Paris, on est déjà au-delà. Donc l'enjeu, bien sûr, c'est de monter le plus vite possible, comme ça a été dit, à 40 au départ de Paris. L'enjeu aussi, comme ça a été annoncé par Alexandre de Juniac, c'est de développer des bases en Europe. Parce qu'un réseau low cost, c'est un réseau
en étoile, un réseau maillé qui relie finalement plusieurs bases entre elles. Donc on va atteindre une limite avec notre modèle basé Paris, qui est extrêmement efficace aujourd'hui. Bon, en plus on est sur un très gros, à la fois une ville qui est extrêmement touristique et qui est aussi émettrice de passagers. Donc on est très bien positionné, mais pour aller plus loin, il faut devenir effectivement un géant européen du low cost. Alors on a la petite sœur Transavia Pays-Bas qui peut nous aider pour ça, mais ensuite il faut se développer partout en Europe. Il faut se développer comment? Il faudrait que les pilotes aussi ils autorisent, enfin ils autorisent comme s'ils avaient autorisé, en tout cas qui ne bloquent pas le développement de la flotte. On revient toujours au même problème, c'est les pilotes qui font la loi? En tout cas, on ne désespère pas sur Transavia, et je pense qu'on a senti des inflexions du discours du bureau du CNPL, de les amener à construire avec nous une solution dans laquelle on puisse développer Transavia en Europe, et en acceptant le principe qu'on ne peut pas employer partout en Europe des pilotes aux conditions françaises. Ça ne fonctionnera pas. Le low cost, court courrier, moyen courrier, ça marche bien pour l'instant avec Transavia. Est-ce que vous réfléchissez au développement du low cost long courrier, comme Lufthansa planche sur le dossier? Oui, alors ça fait partie des sujets qu'on regarde, puisque vous l'avez dit, on ne veut pas se faire prendre de vitesse par la concurrence, donc, ou par de nouveaux développements qui arriveraient. On le regarde de près. Bon, ce qu'on sait aussi, c'est que les modèles qui ont fonctionné dans le low cost court courrier ne sont pas facilement duplicables sur le long courrier. On a vu aussi un certain nombre d'échecs de low cost long courrier. Donc c'est un sujet qu'on regarde. C'est un sujet quand même qui nécessiterait des investissements lourds, parce qu'acheter quelques 737, acheter des appareils long courrier, c'est pas comme acheter quelques 737 comme le font beaucoup de low cost. Et aujourd'hui, la priorité, c'est le redressement de la compagnie. On veut vraiment focaliser nos efforts, et nos investissements d'ailleurs, sur Transavia, bien sûr, sur le court courrier, mais aussi et surtout la compagnie mère Air France, et aussi, bien sûr, la partie HOP sur le court courrier. Le court courrier. Parmi les mesures qui ont été annoncées ce matin, c'est la mise à la retraite assez rapidement, donc des A340, 5 appareils cette année, 9 appareils l'an prochain. Ils ne seront pas remplacés par les 787, les tout nouveaux Boeing 787. Ils étaient très attendus, ces 787 quand même, Pierre-Olivier Bandet. Quelque part, c'est un préjudice, non? Ce qu'on a annoncé, c'est qu'à ce stade, effectivement, les 4 premiers 787, nous ne les prendrons pas, avec effectivement cet argument que ce sont quand même des appareils qui coûtent extrêmement cher, donc qui représentent des actifs importants, et donc il faut être capable de les rentabiliser. Donc on revient sur notre sujet de compétitivité. Après, avec la sortie... Sur la tête chez Boeing, vous les avez eu aujourd'hui ou pas? On a, alors, un appareil est chez Boeing, 3 sont chez des loueurs, des lessors, comme on dit dans notre jargon. Bon, je pense, vous savez, ils ont l'habitude, et on a quand même des relations très très anciennes, à la fois avec les loueurs et avec Boeing. Je dis pas que voilà, on va très certainement trouver une solution vu les relations anciennes qu'on a avec Boeing. Bon, allez, dernière question malgré tout. L'été s'est bien passé chez Air France ou pas? Parce que là, on est le premier, début octobre, maintenant, depuis quelques jours. Vous avez fait le bilan un peu de ces 2 mois d'été et puis peut-être se projeter sur les vacances d'hiver? Oui, on a eu un été fantastique, comme je le disais. Air France bouge, Air France se rénove, Air France travaille, Air France est plus proche de ses clients qui le reconnaissent. Comme vous savez, on est passé 14e au classement Skytrax, on est la compagnie qui s'est le plus améliorée de toutes les compagnies l'an dernier. On a eu un été formidable en termes de remplissage. On a frôlé les 90% pendant l'ensemble de l'été. On a ouvert Vancouver aussi, magnifique destination. Colombie-Britannique. Voilà, Colombie-Britannique, ville superbe, qui fonctionne extrêmement bien. Donc on a tout pour réussir. Et il ne faudrait pas que le dialogue social se crache. Question que je posais ce soir, est-ce que le dialogue social se crache chez Air France? Pierre-Olivier Bandet, un mot, une réponse? En tout cas, la direction d'Air France reste extrêmement mobilisée pour réussir dans le dialogue social son plan de transformation. Voilà, c'était Pierre-Olivier Bandet qui était avec nous ce soir, le directeur général adjoint d'Air France à l'issue d'une journée chahutée, c'est le moins qu'on puisse dire, donc avec des blessés, avec une plainte en justice, condamnation du gouvernement, condamnation du patronat également. Vous entendiez tout à l'heure Thibault Langsade. Merci Pierre-Olivier Bandet. Merci à vous. Rediffusion de toute l'émission tout à l'heure à 23h à la télé, à la radio, sur BFM Business, bien entendu, et puis à tout moment sur le site internet. On se retrouvera demain soir à 19h avec un autre gros sujet de l'actualité économique du jour avec les décodeurs de l'écho. Très bonne soirée, très bonne nuit.